Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs qui sont dans l'attente du chiffre le plus important du monde, le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis. Pour le mois de janvier, le chiffre sera publié à 14h30 en début d'après-midi. Dans cet intervalle, le marché attend patiemment avec des indices actions en Europe qui ont marqué de nouveaux sommets, symboliques certes, mais quand même, le CAC 40 s'est rapproché des 7250 points. Au cours de cette première partie de séance, on verra ce qu'il en est après la publication de ce chiffre mensuel d'inflation aux États-Unis. À 14h30, du côté des banques centrales, on attend par ailleurs la confirmation de la nomination de Lael Brainard comme directrice du National Economic Council, qui est un des principaux organismes de conseil économique auprès de la Maison-Blanche et de l'administration américaine. Lael Brainard qui devra donc être remplacée comme vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, un poste important. Lael Brainard est une économiste de renom. Et puis côté japonais, le mouvement s'enclenche du côté de la Banque du Japon, puisque on a eu là aussi la confirmation que Kazuo Ueda serait le prochain gouverneur de la Banque du Japon après 10 ans de mandat d'Haruhiko Kuroda, qui laissera sa place à compter du 8 avril. Le marché spécule depuis plusieurs jours sur un changement à la tête de la BOJ et donc un changement possible du réglage de la politique monétaire japonaise. Ce sera évidemment un des sujets à suivre dans les prochaines semaines avec les premières prises de parole du nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda. Du côté des marchés de l'économie, nous ferons le point sur ce monde qui change, ce monde qui a changé dans le sillage d'une série de chocs historiques, de la pandémie à la guerre d'Ukraine, en passant par les turbulences majeures qu'on a pu observer dans les chaînes de valeur. Les équipes de CPR Asset Management vont publier dans les prochains jours un ouvrage collectif sur ce monde de demain qui sera un monde beaucoup plus turbulent. Bastien Dreux sera avec nous par téléphone dans quelques instants, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management, qui a participé à la rédaction de cet ouvrage. Et puis, jour de Saint-Valentin, nous parlerons d'union industrielle dans le monde de la gestion d'actifs. Ça fait déjà sourire Marc Renaud, le président fondateur de Mandarin Gestion, donc, qui est prêt à céder sa société à LFPI. LFPI qui devient ainsi un consolidateur important du marché de la gestion d'actifs après avoir racheté Hamilton Asset Management en 2019 et Mescar Time en 2021. Mandarin Gestion va donc passer également à son tour dans le giron de LFPI après sa fondation en 2008 et donc son président fondateur Marc Renaud sera avec nous en plateau pour revenir sur l'histoire de Mandarin Gestion et cette opération de cession. Mais d'abord, prenons un peu de hauteur, de distance, de recul par rapport à la situation immédiate, macroéconomique, pour un petit exercice de prospective dans ce nouveau monde. Les équipes de CPR Asset Management, entre deux réunions de Banque Centrale, prennent le temps de réfléchir aux grandes tendances, aux nouvelles tendances qui marquent l'économie mondiale. Avec cet ouvrage collectif, j'accueille d'abord Bastien Dreux avec nous par téléphone, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que les équipes de recherche de CPR publient quand même régulièrement des notes de recherche. Et là, un ouvrage, en l'occurrence, ouvrage collectif, qui vous réunit, Bastien, aux côtés de Juliette Cohen, qui est stratégiste, et Laetitia Baldeschi, qui a été directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Turbulence dans l'économie mondiale, c'est cet ouvrage à paraître aux éditions de Bock Supérieur. Quelle a été l'idée directrice de cet ouvrage, Bastien? L'idée que le monde a changé peut-être au cours de ces 3-4 dernières années? Oui, comme vous venez de le dire, on a fait face à une succession de chocs et d'ordres très différents ces dernières années. Évidemment, la crise financière de 2008, la crise de la zone euro de 2010, puis ensuite crise Covid 2020, la crise climatique en toile de fond et la guerre en Ukraine en 2022. Et tout ça a amené une nouvelle ère de turbulence pour l'économie mondiale. C'est globalement ce que chacun de nous peut constater dans les journaux tous les jours depuis quelques années, avec les pénuries
prix en tout genre. Et ça tranche clairement avec les décennies de grande modération qu'a connue l'économie mondiale entre le milieu des années 80 et puis la crise de 2008. Et globalement, on est entré dans une période de plus grande volatilité économique. C'est ça qu'on a voulu essayer d'étayer dans ce livre. Et derrière ça, effectivement, il y a un changement de régime macroéconomique pendant plusieurs années, plusieurs cycles même. La question était toujours de savoir si on avait suffisamment de demande, une demande suffisamment dynamique pour absorber l'offre qui était pléthorique sur toute la planète. Bastien, on se retrouve, vous avez cité le mot de pénurie. Je ne sais pas si on restera dans une économie ou des économies de pénurie pendant longtemps. En tout cas, on sent bien que c'est aujourd'hui l'offre et non plus la demande qui dicte le rythme de l'activité économique. Si vous avez les composants, si vous avez l'énergie disponible, si vous avez la compétence, si vous avez le talent, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre aujourd'hui de l'activité économique. Oui, c'est l'une des grandes caractéristiques de cette nouvelle ère de volatilité économique, c'est qu'on soit passé d'une économie de la demande à une économie de l'offre, comme vous venez de le dire, et ça c'est quand même très lié à la globalisation, à la mondialisation. On a vécu une période que certains qualifient de mondialisation heureuse, où la mondialisation pouvait absorber tous les chocs de demande, puisque l'offre de travail était devenue si abondante et les capacités de production étaient devenues si importantes que même les périodes de forte augmentation de la demande ne conduisait pas à des pressions haussières persistantes sur les prix et sur les salaires. Et là, on a, avec toute cette succession de crises, la machine de la mondialisation qui s'est clairement enrayée ces dernières années. On peut penser, par exemple, aux pénuries de semi-conducteurs qui ont fortement affecté la production automobile, ce qui a fait fortement monter le prix des voitures. Donc, effectivement, on revient à une économie où la production est de plus en plus souvent contrainte. Alors ça peut être causé par la disponibilité manquante d'intrants, de matières premières, mais ça peut être aussi causé par des pénuries de main-d'œuvre. Et puis, si on réfléchit aux années qui arrivent, quand la demande va dépasser l'offre, quelle qu'en soit la raison, eh bien, les effets en termes de pénurie et de hausse de prix seront plus spectaculaires et même beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on a pu voir lors de ces dernières décennies. Une mondialisation beaucoup moins fluide. Qu'est-ce qui va caractériser d'ailleurs le phénomène dans les prochaines années ? Parce que, au passage, Bastien, je notais dans les bilans commerciaux de 2022 que les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine sont à des niveaux records, toujours. Tout à fait. Donc on ne peut pas parler complètement de déglobalisation parce que les échanges commerciaux sont encore extrêmement importants entre l'Asie notamment et le reste du monde. On peut parler des relations commerciales évidemment entre les États-Unis et puis la Chine, mais on aurait pu prendre exactement la même chose avec les relations commerciales de l'Europe et la Chine. Elles n'ont jamais été aussi importantes. Donc on ne peut pas parler de déglobalisation. En revanche, on comprend bien que cette période où c'était très facile de pouvoir obtenir les biens qu'on souhaitait rapidement, elle est révolue à cause de toute une succession de crises qu'il y a pu y avoir sur ces dernières années. Bon, et ça instaure un régime de volatilité économique plus important que ce qu'on a connu dans les cycles précédents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Bastien ? Ça veut dire des cycles plus rapides, plus forts, plus intenses ? En fait, on va vers des cycles finalement qui vont être très différents des cycles précédents parce que on avait des cycles et vous l'avez dit tout à l'heure, qui étaient très largement dictés par la demande. On pouvait avoir des débuts de cycle, des milieux de cycle, des fins de cycle. On pouvait très bien typer là où on était dans le cycle. Et puis là, on s'aperçoit que tout simplement au milieu d'un cycle classique, eh bien finalement la non-disponibilité d'intrants ou de matières premières ou de main-d'œuvre fait que finalement le cycle ne peut pas aller jusqu'à son terme parce qu'il y a des pénuries qui vont se mettre en place, parce qu'il va y avoir des prix qui vont fortement accélérer. Donc on a des cycles qui sont un petit peu cassés par rapport aux cycles typiques qu'on connaît jusqu'à maintenant, qu'on a connu jusqu'à maintenant.
Un des grands bouleversements, effectivement, qui est d'ailleurs une forme de crise, alors une crise qui n'est pas forcément visible au quotidien, mais qui est une crise lourde, c'est celle de la démographie et de la démographie mondiale même. Bastien, on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet avec vous, qui se retrouve effectivement dans la douzaine de chapitres que vous adressez dans cet ouvrage, Turbulence dans l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on regarde l'évolution de la démographie mondiale dans les prochaines décennies, puisqu'on parle de cycle long quand même de ce point de vue-là, Bastien, et quelles sont les implications macroéconomiques de long terme pour la croissance, mais aussi pour l'inflation peut-être? Oui, alors probablement, le débat public ne prend pas assez en compte tous les bouleversements qui sont liés à la démographie. Il y a quelques jours, il y a eu une petite phrase du Premier ministre japonais Kishida qui a été vraiment marquante. Il a dit « Notre pays est sur le point de ne plus être capable de maintenir les fonctions de la société ». Et il faisait explicitement référence à la baisse de la population. En 2021, la population du Japon était en baisse pour la 11e année consécutive. Dans un pays comme l'Italie, c'était pour la 7e année consécutive qu'on avait une baisse de la population totale. Et tout ça pose des questions sur l'organisation de l'État, l'organisation des villes. Il y a même en zone rurale, on voit l'apparition de villes fantômes, tout simplement parce que la population est partie. Et puis, ça va aussi bouleverser le marché du travail, parce que la population en âge de travailler, la définition de l'OCDE, la population en âge de travailler, c'est les 15-64 ans. Mais cette population en âge de travailler, elle a été en baisse chaque année depuis 1995 au Japon, depuis 2010 pour l'Union européenne. Et il y a vraiment une accentuation de ce phénomène actuellement en Europe. On a pu le voir un petit peu sur les dernières années, mais ça va encore s'accentuer sur les années qui arrivent. La population en âge de travailler pour la zone euro, elle va baisser de plus de 1 million de personnes par an sur les années qui arrivent. Et clairement, ça va accentuer les phénomènes de pénurie de main-d'œuvre. Et puis, d'ores et déjà, quand la BCE demande aux PME de la zone euro quel est leur problème le plus pressant, elles répondent la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée est largement devant les coûts de production. Donc, on voit que c'est déjà un vrai problème, que ce problème va être de plus en plus important. Et puis, vis-à-vis de l'inflation, clairement, ces phénomènes démographiques, ça va redonner du pouvoir de négociation aux employés et ça peut permettre une progression des salaires plus importante que sur les dernières décennies. Et là aussi, c'est la fin d'une période de grande modération salariale qu'on a pu connaître ces dernières décennies dans les pays développés. Il y a vraiment une rupture de tendance très claire, en particulier avec la décennie 2010, où là, il n'y avait pas assez d'inflation. Et là, on voit qu'on a complètement changé de monde par rapport à cette décennie 2010. Mais ça veut dire qu'on arrive au point où le vieillissement démographique, le vieillissement des populations génère de l'inflation par l'attrition que ça provoque, par exemple, sur le marché du travail pour la population active en âge de travailler, Bastien. C'est toujours d'ailleurs un grand sujet. Est-ce que d'avoir des populations vieillissantes de plus en plus vieilles, est-ce que c'est inflationniste en matière de consommation ou pas ? C'est plutôt inflationniste. Il y a donc cet effet qu'on vient de citer des pénuries de main-d'œuvre qui vont donner du pouvoir de négociation aux salariés, mais il y a aussi quelque chose qui est relatif au cycle de vie, parce que les personnes qui arrivent à la retraite finalement vont consommer plus relativement par rapport à leurs revenus, et donc on a quelque chose qui s'enclenche aussi au niveau du cycle de vie et du consommateur qui est plutôt inflationniste. C'est notamment ce qui a été montré par des papiers de recherche récemment qui montrait que les décennies 2020 et 2030 devraient être inflationnistes du fait de la démographie aux États-Unis et en Europe parce que justement il y a ce phénomène de cycle de vie qui vont se mettre en place. Ce régime de turbulence, comme vous dites, dans lequel est entrée l'économie mondiale depuis quelques années, Bastien, comment est-ce que ce régime de turbulence se traduit et va se traduire dans les actifs financiers ? Alors ça se traduit déjà par beaucoup plus de volatilité économique. C'est très clair avec les prix de l'énergie. Si on regarde
le prix de l'électricité en Europe pour les marchés de gros, on est à plus de 3 fois la moyenne de ces 20 dernières années. Donc là, on a quelque chose, on a des prix qui sont bien plus élevés, mais surtout bien plus volatiles. Et puis en particulier, on voit bien sur notamment les derniers mois et même les dernières semaines que la corrélation entre les prix de l'énergie et puis la météo, elle est devenue beaucoup plus forte que par rapport aux dernières années. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la conséquence, c'est qu'on a une inflation elle-même qui est plus élevée, mais aussi bien plus volatile, parce que maintenant, pour bien comprendre la dynamique d'inflation, il faut pouvoir bien suivre le marché automobile, il faut suivre la météo, il faut suivre les conséquences des catastrophes climatiques. Et donc, on a des chiffres économiques qui sont bien plus volatiles et qui dépendent de bien plus de facteurs qu'auparavant. Donc, pour beaucoup de banques centrales, ça a des conséquences importantes, notamment parce que si on a une volatilité qui est plus importante, ça induit donc des engagements des banques centrales qui sont forcément moins importants que par le passé. On peut dire que la forward guidance des banques centrales, elle a pris un grand coup, notamment avec ces chocs de volatilité économique. Et puis la conséquence donc pour les investisseurs, si on a des banques centrales qui deviennent moins prévisibles, ça veut dire plus de volatilité obligataire. C'est quelque chose qu'on peut voir sur des indicateurs comme le MOVE, qui reprend la volatilité implicite sur les marchés obligataires. Et actuellement, on a une volatilité obligataire qui est revenue sur les mêmes niveaux que ceux qu'on pouvait voir sur la décennie 90. Et donc là, on voit qu'on a basculé vraiment dans un nouveau régime de volatilité obligataire, ce qui est très perturbant aussi pour les marchés actions, parce que les marchés actions s'étaient habitués dans les années 2010 à avoir des taux d'intérêt qui étaient non seulement très faibles, mais aussi très peu volatiles, et donc ce qui permettait des progressions de cours et des méthodes de valorisation qui étaient particulières pour cette décennie-là. Et là, tout a changé donc avec cette entrée dans ce nouveau régime de volatilité. Turbulence, c'est donc le mot-clé de cet ouvrage collectif, prospectif, on va le présenter comme ça, Bastien. Turbulence dans l'économie mondiale, paraître aux éditions de Box Supérieur avec les équipes de CPR Asset Management. Aux manettes, Bastien Dru, le responsable de la stratégie de la recherche économique, ouvrage coécrit avec Juliette Cohen et Laetitia Baldeschi. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dru, donc, qui était avec nous par téléphone pour entamer cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. L'autre sujet du jour, c'est le sujet d'une union industrielle qu'on peut célébrer en ce 14 février avec Marc Renaud à mes côtés en plateau, le président fondateur de Mandarine Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Oui, vous allez avoir un peu plus de temps pour lire l'ouvrage de CPR, peut-être. Vous me disiez, je vais le lire, ça m'intéresse. Non, pas tout de suite, oui. Reprenons l'histoire. Donc, cession de Mandarine Gestion à LFPI. Voilà, les négociations exclusives ont été entamées. L'opération est en train de se mettre en place. Marc, je voulais qu'on revienne quand même un petit peu en arrière pour redire un mot de la naissance de Mandarine Gestion avant de parler de la cession. 2008, l'agrément en février 2008, c'est ça, Marc ? C'est ça. Alors, ça prouve juste qu'on ne fait pas une boîte pour le timing. Hein. Parce que 2008, tout le monde s'en souvient pas, mais c'est -20 en janvier, -20 en juin, avant qu'arrive Lehman. Mais bien sûr, la crise a commencé avant la chute de Lehman. La chute de Lehman, d'une certaine manière, ça a été presque la fin de la crise, mais ça avait commencé bien avant. Sur le gâteau, effectivement. Ouais. Non, écoutez, on avait fait ça parce qu'on était prêts, vous savez. On fait une boîte quand on est prêt, pas pour le timing. D'abord, le timing, on n'en sait rien. Et puis, là, j'avais la chance d'avoir des clients, des salariés, des actionnaires. À l'époque, la famille Dassault, la Française et Ophi qui étaient prêts à me suivre. Voilà, et puis on a réussi à traverser ça. Quand on traverse un truc comme ça au démarrage, normalement, après, c'est bon, quoi. Surtout qu'en plus, j'allais dire, le lancement, effectivement, on ne maîtrise pas le timing, mais pour le pire et le meilleur. Le pire, ça a été effectivement le pic de stress avec la chute de Lehman 15 septembre 2008. Mais le meilleur, ça a été aussi le point bas historique du 9 mars 2009 sur les marchés européens. Le CAC était à 2005, il faut se souvenir. Non, vous avez raison. Pour un investisseur ou un gestionnaire d'actifs qui se lance... Oui. La phase démarrage, c'était étrange quand même, parce que je pouvais même pas envoyer mes commerciaux en clientèle pour dire que c'était bien les actions, donc c'était bizarre quand même. Mais effectivement, le point bas, on a décollé là-dessus, vous avez raison, on a fait très vite 1 ou 2 milliards grâce à ce rebond violent de la bourse. Donc voilà, l'histoire, c'est effectivement un timing assez amusant.
Bon, venons à l'opération de cession. Qu'est-ce qui a nourri votre réflexion dans ce processus? Comment s'est fait la rencontre avec LFPI, Marc? Alors d'abord, ce qui a mûri, c'est moi, j'ai 64 ans, donc moi... Tiens, ça me dit quelque chose, cet âge. Donc ouais, il va pas être reproché. Non, sérieusement, ça fait un moment que je distillais l'information, que je voulais pas mourir sur les marchés, donc j'étais sollicité de façon informelle, et pour être très transparent, nous avons, avec mon associé Rémi Le Servoisier, lancé un processus formel l'année dernière. On a reçu un certain nombre de marques d'intérêt. Formel, c'est on a pris un banquier, on a cherché des acheteurs. Et donc on a discuté avec un certain nombre de gens. Et assez vite, ça met un an quand même, ces histoires-là. Assez vite, parce qu'il y a une logique entrepreneuriale avec Mescart. Parce que, vous savez, la logique entrepreneuriale, c'est que les salariés qui sont chez Mandarine, s'ils sont là et pas dans une grande boîte, c'est pas par hasard. Et l'aspect capitaliste. Vous êtes une quarantaine, c'est ça l'équipe? On est une quarantaine. Donc la possibilité pour eux de rester intéressés au capital, la possibilité aussi pour les acheteurs d'avoir, si ce n'est une certitude, en tout cas, la conviction qu'ils vont garder les équipes, parce qu'entre parenthèses, ils n'achètent que des équipes. Donc l'aspect complémentarité culturelle, complémentarité de business aussi, on apporte une expertise action plus développée, notamment avec des développements sur la gestion globale, la gestion thématique, à des gens qui, par ailleurs, eux, font des choses que nos commerciaux n'avaient pas, la gestion diversifiée, la gestion de tout, il y a une vraie complémentarité. Voilà, donc ça me semble un deal séduisant. Et il y a les faits-tailles, on en parlera aussi. Là, c'est un phénomène de marché. Voilà, donc c'était le temps pour moi. Je le fais avec des gens avec qui je me sens à l'aise d'assurer une transition. L'intérêt de mes salariés et les raisons qui font que sur une structure comme celle-là perdure, ça a toutes les chances d'être un bon deal. Après, on sait après. Hein. Ouais. Non, mais alors, déjà, les équipes sont maintenues. La marque est maintenue, Marc. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Toutes les marques ne survivent pas une cession. En l'occurrence, LFPI a racheté Mescart. La marque existe toujours et plus que jamais même. Ça devient la marque phare de la gestion d'actifs chez LFPI. Mais précédemment, ils avaient racheté Hamilton Asset Management, qui était une marque tout à fait réputée aussi sur la place parisienne, qui, elle, a été fondue justement dans la marque Mescart. Mandarine, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait la force de la marque et qu'est-ce qui fait que LFPI choisit de garder la marque Mandarine? Alors d'abord, je tiens à dire que c'est un choix fait par LFPI. Évidemment, ça nous fait plaisir, mais ça ne faisait pas partie de la négo. Ils ont considéré effectivement que cette marque avait de la valeur dans le monde des actions d'une part. Et là, j'en ai pas parlé en parlant des complémentarités. Nous apportons notre capacité de distribution, c'est-à-dire les référencements chez les assureurs pour les CGP, la sélection que font tous les sélectionneurs de gestion privée des grandes banques. Donc on a cette image de spécialité des actions avec des référencements nombreux. Et effectivement, l'acheteur a considéré que ça avait de l'intérêt pour cette classe d'actifs de garder la marque. Donc derrière la marque, effectivement, ce qui vient nourrir la marque dans une marque d'asset manager, c'est la capacité à avoir construit ce réseau de distribution en indépendant, Marc. Vous avez eu des actionnaires, des participations et des accords capitalistiques avec des réseaux, des banques, on va le dire. Arkea était à votre capital, mais ça s'est fait à partir de 2017. De 2008 à 2017, ce réseau, vous l'avez bâti, enfin vous et les équipes de Mandarine, en totale indépendance. Oui, et puis vous savez, les réseaux, j'ai eu aussi la Banque Postale dans le capital. Ouais. En fait, les réseaux, je les comprends, je me mets à leur place. S'ils ont 15% d'une boîte, ils vont pas me distribuer dans leur réseau mainstream en me filant 85% en gardant 15%. C'est pas comme ça la vraie vie. Donc, c'est pas là que ça se passait, vous avez raison. C'est les sélectionneurs de fonds, des gestions privées notamment, toutes les architectures ouvertes, les contrats d'assurance vie. Et ça, ce boulot, ça prend du temps. Alors, la marque, c'est aussi le travail, pour le coup, sur la marque, l'image. Le SG, par exemple, où on a été quand même parmi ceux qui sont parmi les premiers distingués. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, dans la valeur qu'accorde l'acheteur à Mandarine, il y a effectivement la marque et les référencements, mais j'en suis ravi. L'effet taille, vous disiez, Marc, donc plus 3,2 milliards d'encours, c'est ça pour Mandarine. 3,2 milliards, c'est pas suffisant pour un indépendant aujourd'hui pour se projeter sur 5-10 ans encore? On est en très bonne santé, on est très profitable, mais les points morts augmentent. Ça s'appelle le coût de la réglementation, le coût des data. Et puis il faut amortir une équipe de ESG qui est de 2 et qui sera de 5 demain sur une plus grosse base. Et puis... Donc, c'est pas pour survivre, encore une fois, nous on est très rentable, tout va bien, et on aurait pu continuer un développement solo, mais cette taille vous permet, je vais vous donner un exemple,
Nous, on est en Autriche, on est en Allemagne, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Belgique. Ben, quand vous faites 3,2 milliards, vous dites où je vais. Je vais en Italie ou en Belgique d'abord. Quand vous avez 8 milliards, vous dites je fais les deux. Voilà. Ça s'appelle amortir sur une plus grosse base installée. Ça fait gagner du temps de développement. Donc, et puis mes commerciaux, moi j'ai une image effectivement de spécialisation, mais mes commerciaux, c'est 15 ans qui me disent, tu sais, on n'a que du directionnel à vendre en CGP, c'est dur. Ben là, ils vont avoir autre chose à vendre. Voilà. Ça, c'est des accélérateurs de croissance. Et la taille critique, effectivement, on me disait il y a 10 ans, allez, entre 500 millions et 1 milliard, on peut être rentable en tant que gestionnaire d'actifs. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Non, en tout cas, vous pouvez être rentable, mais vous gérez votre fric et celui de vos copains. Vous n'êtes pas dans une logique de développement, vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc ce que vous dites, moi je dirais plutôt 20 ans que 10 ans. On vivait très bien à 3 dans un Haussmannia en gérant 700 millions. Aujourd'hui, déjà, vous n'êtes pas 3, vous avez 2 contrôleurs des risques en plus. Et puis vous ne faites pas du développement. Donc oui, là, on ne peut plus bricoler, ça demande des moyens et une taille. Voilà, là, une opération comme celle-là accélère l'effet taille, donc ça fait partie des choses qui sont bonnes à faire. Quelle est la place de Marc Renaud dans le dispositif LFPI, Marc ? Moi, je souhaite arrêter de bosser, mais je ne suis pas pressé. Et j'ai très envie, et on me l'a demandé, je me suis engagé à le faire, on m'a demandé à participer à la phase de transition, mais j'en suis ravi. Donc mon boulot, c'est d'expliquer, comme vous me donnez gentiment l'occasion de le faire, que c'est une bonne suite de l'histoire. C'est de faire doucement une transition de l'activité gestion proprement dite avec mon numéro 2 qui est là avec moi depuis 15 ans, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, tout ça sans partir en courant demain matin. Et moi, je suis très content de faire une sortie en sifflet. Comment vous regardez, alors au-delà du deal, mais qui est un exemple effectivement de ce marché en pleine phase de consolidation, comment vous regardez les logiques de consolidation qui sont parfois différentes ? Là, LFP est un acteur qui vient essentiellement du non-coté, capital investissement, immobilier, il y avait de la gestion privée, mais dette privée, beaucoup d'actifs non-cotés. On voit que depuis quelques années, ils achètent des gestionnaires d'actifs cotés, en l'occurrence, Hamilton Mescart, Mandarin Gestion. Il y a des logiques également autour de réseaux de CGP, autour de réseaux de distribution. Comment vous regardez ces logiques de consolidation et qui drivent le marché aujourd'hui là ? Ouais, c'est logique. C'était des marchés distincts en fait. Le non-coté, c'était réservé à quelques grandes institutions avec une absence de liquidité, etc. Le non-coté qui a connu un développement fabuleux depuis 10-15 ans. Maintenant, on peut le décliner et le vendre en retail. Mais c'est quand même du non-coté pas liquide, ça a du sens. Notamment le non-coté, vous levez un fonds, vous gagnez votre argent à la fin. Le côté, c'est tout de suite. Ça a du sens de mettre ça ensemble et effectivement d'élargir les possibilités en termes de champ de clientèle. Ça, plus l'international. Le non-coté, sauf les très grosses boîtes, c'est plus difficile d'être internationaux. On a des boîtes qui sont souvent domestiques. En action cotée, nous, on travaille depuis longtemps sur des marchés mondiaux. Donc ça a du sens de mettre ça ensemble, d'apporter une complémentarité de gamme. Et ce ne sont commercialement plus des mondes distincts, en fait. Donc... Oui, on voit que les frontières tombent. Moi, je sais, c'est commercial. Il n'y en avait pas forcément il y a 10-15 ans. Et ça, c'est un vrai soutien à la poursuite du développement de la gestion active versus la gestion passive, notamment dans ce monde de la gestion d'actifs. Quand on est un gérant d'actifs actifs, en l'occurrence, Marc, j'ai l'impression qu'il faut aller de plus en plus vers des poches d'expertise fortes, indétrônables presque d'une certaine manière, ou pas réplicables par la gestion passive. Ouais, vous avez raison. On peut plus faire une boîte de gestion avec, j'appelle ça les MeToo products. On peut plus faire la concurrence aux ETF et à Amundi. Je dis pas ça. Je pense beaucoup de bien d'Amundi. Oui, total respect. C'est l'industrie. C'est l'industrie. Nous, on doit trouver des niches. On doit être innovant et ou bon. Et bon, ça se décrète pas. Et donc, il faut absolument se distinguer du mainstream, pardon pour le jargon. Donc oui, nous, l'exemple que je peux donner, c'est le formidable succès pour une boîte de notre taille, de notre fonds transition climatique. Jamais dans nos rêves les plus fous, on imaginait lever fonds ouverts et fonds dédiés 1 milliard en 1 an et demi en étant à l'origine pas spécialement légitime là-dedans. Donc ce sera, en plus, vous dites, il ne faut pas que ce soit réplicable. Ce sera répliqué par exemple. Oui. Mais si vous arrivez avant, c'est bon. Donc voilà, il faut trouver des niches, il faut trouver des positionnements. Et le tracking erreur et demi en concurrence d'un ETF, non, on n'y arrive pas comme ça. Donc on ne peut plus faire de la taille sur des produits classiques. Donc il faut trouver des niches, elles ne marchent pas toutes. Donc oui, c'est un frein aussi au développement. Le marché est devenu plus difficile en termes de capacité à lever des actifs.
Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous parler. Oh, pas pour la dernière fois quand même. Ah non, si vous m'invitez encore, bah oui. je devrais traîner encore quelques temps sur le marché. Avec plaisir. Marc Renaud qui était avec nous pour cette opération quand même structurante, puisqu'on parle de la cession de la société Mandarin Gestion que vous avez fondée en 2008. Marc Renaud, président fondateur de Mandarin Gestion, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.